Deux monstres qui, au Mans, arrachèrent les yeux de leur patronne, orbite vide, crâne défoncé, mais vivante encore, et les victimes moururent après une atroce agonie. Détective privé, 9 février 1933. C'est ainsi qu'on décrit Christine et Léa Papin, dont le nom est sur toutes les lèvres et qui alimente toutes les conversations et tous les fantasmes dont on parle pour se faire peur. Les brebis égarées, puis enragées, puis enfin les monstres papins, les tueuses. Une affaire judiciaire qui ouvre, avec le cas Violette Nozière, la porte du crime aux femmes du XXe siècle. Elles ont commis le crime le plus horrible de ce début du siècle, le soir du 2 février 1933, au Mans. Elles ont effrayé la chronique et déchaîné les passions. Les sœurs Papin, les bonnes de la maison, ont sauvagement assassiné Madame Léonie Lancelin et sa fille Geneviève, leur patronne. Merry Christmas! Salut la famille, comment ça va en ce 20e jour du calendrier de l'Avent de l'horreur? Moi ça va super, j'espère que vous êtes au taquet pour découvrir une nouvelle monstruosité féminine. Car oui, comme je l'ai dit, dans ce calendrier de l'Avent, je mets les femmes à l'honneur, mais bien sûr, nous sommes sur une chaîne d'horreur, alors elles ont le droit, elles aussi, à leur lot de crimes effroyables. Ah, et si vous souhaitez connaître toutes les subtilités de ce calendrier de l'Avent, et pourquoi pas gagner quelque chose, cliquez sur la vidéo en fiche quelque part par là et revenez sur celle-ci après. Et si vous êtes prêts, je vous laisse venir avec moi dans les tréfonds du crime féminin. Générique. Fille de Gustave Papin, né en 1875, et de Clémence Déré, née en 1879, Léa et Christine Papin vivent une enfance sombre et douloureuse. Leurs parents se marient en 1901 et l'annonce du mariage n'est pas du goût de la famille de Gustave. Lui est brave, courageux et fidèle, il veut être un bon mari et un bon père aimant, mais elle est volage et autoritaire. Leur mariage, célébré le 3 octobre 1901, fait scandale. Même si Clémence tente par tous les moyens de le cacher, elle est enceinte de 4 mois. Le 12 février 1902, elle met alors au monde sa première fille, Emilia. Or, Clémence ne voit pas l'arrivée du bébé comme un heureux événement, mais plutôt comme un fardeau. Au fond d'elle, elle ne voulait pas être mère et se détourne très vite de son enfant. Le mariage du jeune couple tourne vite au vinaigre. Le comportement autoritaire et colérique de Clémence et ses infidélités le mettent en péril. Mais Gustave aime sa femme malgré tout, et pour oublier son échec et éviter les violences conjugales, il se réfugie dans l'alcool. Le couple décide ensuite de s'installer à Marigné. Clémence apprend alors qu'elle est enceinte pour la deuxième fois et ses futurs espoirs de divorce s'effondrent. Le 8 mars 1905, elle met au monde sa deuxième fille, Christine, qui éveille encore moins son instinct maternel que la première. Clémence ne supporte plus la vie misérable dans laquelle son mari l'a entraînée, ni les cris de l'enfant qui ne cesse de pleurer. Elle veut se débarrasser de la petite car elle est épuisée. À contre-cœur, Gustave accepte de confier la petite Christine à sa sœur qui travaille en tant que bonne chez une certaine Madame Desilès, qui la paie bien et qui lui loue un petit appartement confortable à 2 pas de chez les Papins. La tante célibataire aime la petite et la considère comme sa propre fille. Clémence et Gustave rendent alors régulièrement visite à la tante pour voir leur fille, mais Clémence Papin regarde à peine la petite. Les années passent et Christine est heureuse, même si elle aimerait voir plus souvent sa sœur Emilia, qu'elle croise dans la cour d'école. En 1910, la famille Papin, composée de Clémence, Gustave et Emilia, part s'installer au Mans dans un quartier populaire où ils louent un taudis composé d'une unique pièce dans laquelle on dort, on prépare les repas, on mange et on fait sa toilette. Un an après leur arrivée au Mans, Clémence met au monde sa troisième fille, Léa, née le 15 septembre 1911. Les grossesses successives et la colère de Clémence ont raison du couple Papin qui finit par divorcer. Clémence décide alors qu'il faut reprendre Christine, toujours placée chez sa tante, et cet épisode douloureux restera à jamais gravé dans la mémoire de Christine Papin, qui est arrachée des bras de sa mère adoptive. Enfin débarrassée de son mari, Clémence veut un avenir meilleur, une nouvelle vie, et elle est prête à tout pour y arriver. Elle place alors pour un temps Léa chez la sœur de son grand-père, puis chez son frère. Emilia et Christine, quant à elles, sont confiées aux bonnes sœurs pour être élevées à la dure. Plus qu'une pension, l'institution est une véritable maison de redressement pour jeunes filles. Christine est souvent battue par les sœurs à cause de ses médiocres résultats scolaires, et elle se console auprès de sa sœur aînée. Alors, Christine en veut à sa mère, elle la déteste, et elle ressent non plus de la colère, mais de la rage face à cette vie vouée à l'échec. Une rage qu'à l'extérieur
s'intériorise en se battant à la récréation avec ses compagnons de classe. La fillette place alors tous ses espoirs en Dieu. Elle prie souvent pour qu'il lui offre un avenir meilleur. À l'âge de 16 ans, Emilia, l'aînée, décide de rentrer dans les ordres. Une perte d'argent pour sa mère Clémence qui comptait faire employer sa fille dans une maison bourgeoise du Mans. Elle retire alors Christine de chez les sœurs, de peur qu'elle ne fasse pareil, et la petite est envoyée chez Monsieur Poirier, où elle a un emploi de bonne. Et à sa majorité, à 21 ans, la jeune fille doit verser l'intégralité de son salaire à sa mère. Et insatisfaite des gages perçus par sa fille, Clémence la retire et la place chez d'autres patrons plus généreux. Clémence adoptera la même démarche avec la plus petite, Léa. Christine, donc sa fille du milieu, est appréciée de ses différents employeurs. Elle est travailleuse, soignée et silencieuse. Elle passe le chiffon et personne ne semble la remarquer. Après tout, ce n'est qu'une pauvre bonne, mais elle se sent parfois humiliée. Elle travaille environ 15 heures par jour et n'a qu'un jour de repos par semaine, le dimanche. Ce jour-là, c'est toujours l'occasion pour Christine de rendre visite à sa sœur aînée, au couvent, dont la foi l'éloigne de la dure réalité dans laquelle vivent ses sœurs. Elle va également voir la petite, et avec le peu d'argent que sa mère lui laisse, elle lui offre des cadeaux. Elle veut lui préparer un trousseau, des draps brodés par ses soins et des napperons en dentelle. Léa, quant à elle, est aux anges quand elle voit arriver sa grande sœur. Mais les dimanches sont aussi le théâtre de violentes disputes entre Clémence et Christine, où les yeux effrayés de Léa et la journée se terminent toujours mal. Clémence, leur mère, partage désormais sa couche avec un amant par manque d'argent, et elle envoie alors Léa travailler chez Monsieur Pateau. Mais, folle de rage, Christine ne veut pas que Léa connaisse la même vie qu'elle, d'autant que la maison de Monsieur Pateau éloigne Léa de l'œil vigilant et protecteur de sa sœur, car la petite n'a alors que 13 ans. Les deux sœurs s'aiment passionnément, l'une se montre maternelle, l'autre est rassurée quand elles sont ensemble. Alors pour se réunir, Christine propose à ses patrons d'engager sa sœur. Elle sait coudre, repasser, et elle ne rechigne pas à la tâche. Elle est de plus en plus irritée par l'attitude souvent autoritaire et dédaigneuse de ses patrons. Mais elle le garde pour elle et reste silencieuse car ses patrons acceptent et engagent sa petite sœur. Les deux sœurs travaillent désormais ensemble chez Lancelin. Mais Madame Lancelin est maniaque et froide, et elle refuse toute familiarité avec ses domestiques. Leur travail achevé, elle passe aux gants blancs les moindres recoins, et si par mégarde une poussière est retrouvée, les bonnes doivent tout recommencer, quitte à ce qu'elles n'aillent pas se coucher. En 1928, parce que le sol du salon n'est pas aussi propre qu'elle l'imaginait, Madame pince l'épaule de la petite Léa, qui sous la douleur tombe à genoux. Un acte décisif qui plonge Christine dans une rage et une frustration sans nom. Elle a envie de se venger en voyant ça, mais sur le moment, elle se tait. Les Lancelins ont tout de même une confiance aveugle en leur bonne, à qui ils confient les clés de la maison lorsqu'ils s'absentent. À mesure que les jours passent, Christine devient de plus en plus silencieuse et aigrie, tantôt le regard vide, tantôt animée par la haine. Une grande violence est en train de grandir en elle. Le jeudi 2 février 1933 reste une date gravée dans les annales judiciaires. Ce soir-là, les Lancelins sont absents et les bonnes n'ont pas à préparer le dîner. Elles ont seulement beaucoup de linge à repasser, avec un fer électrique vétuste qui fait sauter les plombs. Plongées dans l'obscurité de ce début de soirée, Christine et Léa allument des bougies et décident, tant bien que mal, de plier le linge qui s'amoncelle dans le panier. C'est à ce moment qu'arrive à l'improviste Madame Lancelin et sa fille Geneviève, devant déposer des paquets avant de se rendre à leur dîner. Madame est très mécontente de l'énième maladresse de ses bonnes et le leur fait remarquer. Alors, subitement, comme privée de raison, Christine se jette au visage de Léonie, 62 ans, et la frappe violemment. Elle saisit un vase en étain et lui fracasse le crâne de toutes ses forces. Sa fille Geneviève, 28 ans, ayant entendu les cris de sa mère, accourt aussitôt et découvre, effrayée, le spectacle sanglant. Christine, telle une bête sauvage, s'attaque à sa nouvelle proie, qui est elle plus résistante, sous les yeux, terrorisée de sa sœur. Léa voit alors sa sœur, furieuse, se jeter sur le corps de Geneviève et lui arracher un œil, alors qu'elle est encore en vie. Léa, animée par quelque chose d'inconnu, sort de sa torpeur et répète aussitôt le geste de sa sœur et va arracher les yeux de Léonie, qui respire encore. Et ensuite, emportée par une frénésie meurtrière, les deux sœurs se mettent à rebout et trouvent les deux corps gisant sur le sol. Christine veut les achever car elle pense qu'elle respire encore. Dans la précipitation, elle court dans la cuisine, mais elle prend tout de même le temps de choisir le couteau le plus tranchant et remonte à l'étage pour lacérer le corps de ses victimes. Puis le silence se fait, un très long silence. Les deux sœurs sont maculées de sang de leur patronne et s'enferment dans leur chambre, au dernier étage de la maison, en attendant qu'on vienne les chercher. Elles n'ont pas essayé de s'enfuir. Après des expertises psychiatriques malmenées, Christine est condamnée à la peine capitale. Une peine ensuite commuée en travaux forcés à perpétuité, pour finir dans l'asile de fous de Rennes où elle meurt en 1937. Léa, condamnée quant à elle à 10 ans de travaux forcés. Elle est morte à Nantes en 2001 à l'âge de 89 ans. Et c'est ainsi que sont nés les monstres des sœurs Papin. Mais quelque part, ne pourrions-nous pas avoir de l'empathie pour des filles qui ont tant souffert et qui en plus n'étaient pas respectées par leur maître ?
Je n'excuse pas évidemment le meurtre, mais je me demande ce qu'on aurait tous fait à leur place, avec cette haine montante et cette souffrance accumulée. À méditer, je pense. Enfin, j'espère que la vidéo vous a plu, et n'oubliez pas de me soutenir en vous abonnant. N'oubliez pas l'objectif, 10 000 abonnés avant l'année prochaine, alors let's go. Et moi, je vous souhaite une excellente matinée, nuit, journée, ce que vous voulez, et je vous dis à demain la famille. Yes.